ce soir l'entrée en scène du MODEM. Le mouvement démocrate, désormais parti politique, affûte ses armes en vue des prochaines élections municipales. En congrès extraordinaire ce 23 janvier, le parti de Nathanaël Ouédraogo entend définir une stratégie pour couvrir tout le Burkina. Qui, pour sauver la circonscription d'éducation de base de Kongoussi 2, le bâtiment abritant l'administration est en état de détérioration avancée. Toutes les interpellations faites depuis 2018 sont restées lettres mortes. Demain 24 janvier est célébrée la Journée internationale de l'éducation. Au Burkina Faso, l'ONG Children Believe compte marquer l'événement d'une pierre blanche. Thierry Zongo, chargé de programme de l'ONG, est l'invité de ce 19h30. Bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, la 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Elle s'est tenue ce samedi par visioconférence, Covid-19 oblige. Et justement, la question sanitaire fait partie des sujets qui ont dominé les débats, notamment le vaccin et les tests Covid. Cette réunion virtuelle a également permis d'évoquer la question de la monnaie unique, l'écho dont la mise en place est fixée à l'horizon 2025. Abdou Aziz Saré, Kwame Vedapa. 7 heures d'horloge. Pour la circonstance, le chef de l'État était accompagné du ministre des Affaires étrangères et celui de l'économie et des finances. Au cœur des débats, la santé d'abord, lutte contre la Covid-19. Les chefs d'État ont fixé un plafond pour le coût des tests PCR pour les voyageurs au sein de la CEDEAO. Et les États aussi ont proposé que pour faciliter aussi la circulation au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il faut que le montant des tests ne puisse pas dépasser $50. Il y a aussi les vaccins. La CEDEAO fixe une échéance jusqu'au mois de juin prochain pour l'approvisionnement des pays, mais pour cela, il faut de la concertation. Le point de vue des chefs d'État, c'est comment est-ce qu'on peut pousser les concertations entre les États de la CEDEAO et également aussi notre organisation commune, l'OAS, et aussi l'OMS, pour aboutir donc à des solutions, non seulement en termes d'approvisionnement des vaccins, mais aussi être sûr donc que ces vaccins-là peuvent donc préserver ou prémunir nos populations. L'autre sujet qui a dominé les échanges, c'est la mise en circulation de la monnaie commune, l'éco, et la date retenue, c'est désormais 2025. Pourquoi 2025? Parce que d'abord, nous avons, au-delà de la Covid, nous étions déjà dans une situation où nos économies étaient déjà éprouvées. Et donc, avec le choc de la Covid, nous avons suspendu, comme il a dit, la conférence a suspendu l'application du pacte en 2020. Et la deuxième vague montre que ce n'est pas évident pour 2021. Donc, le pacte sera suspendu en 2021 également. C'est que la conférence a approuvé. Et donc, à partir de 2022, le 1er janvier 2022, le pacte donc, de convergence qui comporte les différents critères de convergence, déficit, inflation que vous devez respecter, va être naturellement mis en œuvre. Et on estime que comme il c'est 3 ans, les États doivent faire un effort pour qu'autour de 2025, on puisse avoir un certain nombre d'États, comme on a retenu l'approche gradualiste, pour pouvoir donc aller à la monnaie unique. Cette 58e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est également penchée sur les questions sécuritaires, mais aussi sur l'actualité politique du dernier trimestre de 2020, avec les différentes élections qui se sont déroulées dans plusieurs pays. Exercice globalement satisfaisant, se sont félicités les chefs d'État et de gouvernement. Le mouvement démocrate se lance dans l'arène politique burkinabé avec son premier congrès extraordinaire. À travers ce congrès, le MODEM, déjà présent dans 27 provinces du pays, entend asseoir son bureau, dégager sa ligne de conduite pour couvrir l'ensemble du territoire, et cela en vue des élections municipales à venir. Benjamin Kwame. Lancé le 29 octobre 2021, le mouvement démocrate fait son baptême ce samedi à son tout premier congrès extraordinaire. S'alliant désormais sur la liste des partis politiques comme les 143 présents lors des dernières élections couplées,
Le MODEM dit avoir pour but l'établissement d'une société de liberté, de responsabilité et de justice. Le parti ne rentre pas dans l'arène politique pour faire de la figuration, mais pour contribuer à relever les défis auxquels font face le pays à ce jour. À quoi bon créer un nouveau parti, se diront d'autres. Notre analyse est que malgré cette offre, le pays peine à améliorer ses indices de développement et tout reste prioritaire. Cet état de fait, malgré la multitude des partis politiques, fait qu'aujourd'hui, il est bon que nous puissions apporter notre pierre à l'édification de notre nation. Le défi sécuritaire auquel notre pays fait face aujourd'hui est devenu international, sapant les efforts des pays comme les nôtres en voie de développement. C'est pour se relever tous ces défis et apporter notre contribution que les citoyens ont décidé de créer le mouvement démocrate moderne. Nathanaël Ouedraogo et ses camarades ont pour ambition de faire retrouver au Burkinabé l'espérance et ouvrir des horizons devant la jeunesse. Les élections municipales sont visées. MODEM travaillera à ce congrès pour avoir quelques élus. Durant ces travaux, nous allons voir les stratégies pour que nous puissions avoir des conseillers et des mairies dans le Burkina Faso. Parce que j'ai dit qu'un homme politique sans mandat du peuple, c'est un arbre sans fruits. Nos délégations sont venues de l'intérieur du pays. Nous n'avons pas couvert toutes les provinces actuellement. Nous comptons y travailler dès la fin de ce congrès. Pour l'heure, sur les 45 provinces que compte le Burkina Faso, le MODEM est présent sur 27. C'est pour s'étendre sur tous les territoires et élargir le vrai sens de la démocratie que le parti a tablé sur le thème « Ensemencement d'une véritable démocratie et stratégie endogène pour la conquête des municipalités ». La digitalisation de la gestion domaniale, foncière et cadastrale au cœur de la 6e rentrée fiscale de la DGI. La Direction générale des impôts qui travaille à la sécurisation foncière peut se réjouir. Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, elle a réussi des prouesses en termes de recouvrement des taxes. Soto, Justin Dabiré. La situation sécuritaire et sanitaire due à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact négatif de près de 123 milliards de francs CFA sur les recouvrements de la Direction générale des impôts au cours de l'année 2020. Fort heureusement, les efforts des agents de l'administration des impôts et le civisme fiscal de bon nombre de contribuables ont permis à la DGI de dépasser ses objectifs de recouvrement. Sur une prévision annuelle de 843 milliards, la DGI a recouvré 860 milliards pour le budget de l'État, soit un taux de réalisation de 101,9%. Au titre des actions majeures qui ont fortement contribué à l'atteinte de ces performances de recouvrement, on retiendra le dynamisme insufflé par l'équipe dirigeante, la dématérialisation des procédures fiscales, la promotion du civisme fiscal, le renforcement de la lutte contre la fraude, l'amélioration de la gestion domaniale, foncière et cadastrale. Concernant les actions de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, 1091 vérifications de comptabilité contre 952 en 2019 ont été effectuées pour des montants définitifs notifiés de 87 milliards contre 60 milliards en 2019. L'intensification des enquêtes fiscales a permis de débusquer 62 entreprises impliquées dans les déductions de TVA sur la base de fausses factures pour un montant de 1,377 milliard. 23 entreprises impliquées dans le faux enregistrement. 5 plaintes ont été déposées auprès du parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou. 899 numéros IFU ont été désactivés. La loi de finances pour l'exécution du budget de l'État pour l'exercice 2021 a introduit pour compter du 1er janvier 2021 dans le dispositif fiscal des innovations visant l'élargissement de l'assiette fiscale, l'amélioration du rendement de l'impôt, la promotion des téléprocédures et l'institution de faveurs fiscales. Pour 2021, donc, la DGI s'attelle à mettre en œuvre
les mesures nouvelles de la loi de finances et surtout recouvrer 944 milliards de francs CFA, soit plus de 100 milliards de francs CFA de plus qu'en 2020. Pour réussir ce challenge, nous devons redoubler d'ardeur à la tâche, réajuster nos méthodes de travail et nos comportements. Toutefois, il est certain que nous avons besoin de l'accompagnement de nos partenaires, que sont les contribuables et tous les usagers de nos services. En 2021, les actions de la Direction générale des impôts seront essentiellement orientées vers l'amélioration du service aux contribuables. Elles seront centrées sur deux axes majeurs que sont la poursuite de la digitalisation pour un meilleur confort d'accomplissement du service fiscal et le renforcement de la communication sur les tests fiscaux et les procédures fiscales. La 6e rentrée fiscale de la DGI qui a été mise à profit pour inaugurer le siège régional des cascades de l'institution. Le nouveau bâtiment a coûté près de 600 millions de francs CFA et devra contribuer à l'amélioration des conditions de travail des agents et partant à l'amélioration même des recettes fiscales. Soto, Justin Dabilé. C'est un bâtiment administratif R+1, extensible en R+2, conçu sur une superficie de 885 mètres carrés. Cette nouvelle infrastructure financée par le Fonds d'équipement de la Direction générale des impôts a une capacité actuelle d'une 60aine d'agents. Selon le directeur général des impôts, cette infrastructure administrative vise à permettre aux agents des impôts des cascades de travailler dans de meilleures conditions en vue d'améliorer les recouvrements des recettes fiscales au profit du budget de l'État. Cette année, nous avons 944 milliards à recouvrer. Donc il y a une augmentation de plus de 100 milliards par rapport donc à la prévision de 2020. Alors donc le challenge est encore plus important. Donc il faut travailler à mobiliser ces sommes-là. Ensuite, il faut travailler à faciliter l'accès des usagers. Les premiers bénéficiaires de cette infrastructure administrative, que sont les agents des impôts des cascades, se sont dit heureux de l'amélioration de leurs conditions de travail. Selon le directeur régional des impôts des cascades, ce joyau administratif ne peut que booster de façon significative leurs performances. Aujourd'hui, je peux vous dire que je sais d'ailleurs comblé. C'est une première. Le bâtiment que vous voyez, c'est la première direction régionale à bénéficier de cet accompagnement. Je pense que c'est une marque de confiance de la Direction générale des impôts à notre égard. Tous les mots qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est des mots de remerciement et d'engagement. De remerciement pour dire merci à la hiérarchie de nous avoir mis dans des conditions normales de travail. Et d'engagement parce qu'il faut qu'on les encourage à en faire plus. Il faut que nous travaillions à mobiliser davantage pour véritablement les rassurer que, en tout cas, ils ont pris la bonne décision de mettre le personnel dans les conditions normales de travail. Le nouveau bâtiment de la Direction régionale des impôts des cascades est composé en haut de plusieurs bureaux, de 2 salles de réunion, d'une salle d'archives, des magasins et des locaux techniques. En plus du bâtiment principal, la Direction régionale des impôts des cascades dispose de plusieurs ouvrages annexes, notamment une infirmerie pour les soins du personnel et un restaurant pouvant accueillir 30 personnes. Le personnel de la SEB de Kongoussi n'a pas cette chance. Depuis 2018, il interpelle les autorités administratives sur la nécessité de réhabiliter son lieu de travail. Mais en vain, vous le verrez, les intempéries ont eu raison du bâtiment construit seulement en 2006. Profitant du passage d'une de nos équipes dans la localité, les agents ont lancé un énième SOS. Rémi Lambert-Nébier. Un toit qui menace de s'envoler au moindre souffle du vent. Les bureaux inondés toute la saison pluvieuse sont perforés par les agents pour éviter au bâtiment de céder de son trop plein d'eau. C'est le carreau d'évacuation qu'on a créé nous. Pour drainer l'eau? Oui, pour drainer l'eau. C'est à plusieurs niveaux. C'est aussi au niveau du bureau du chef de l'inspecteur. À la circonscription d'éducation de base de Kongoussi 2, une seule salle abrite depuis 3 ans la vingtaine d'agents. Nous avons perdu beaucoup d'archives, surtout dans cette salle où il y avait des examens et concours ici. Il y avait tout ici, il y avait des dossiers,
Bon, et puis c'est toi-même, c'était le premier jour même des examens, les premiers jours des corrections même de l'examen que ça a eu lieu. Les agents de la SEB de Kongoussi 2 disent avoir multiplié les SOS sans succès. On a interpellé l'autorité qui nous a promis qu'il y avait un projet qui allait venir, qui allait venir. Bon, ça fait déjà, on a déjà passé 3 saisons hivernales dans ce bâtiment. Ce n'est pas quel genre de projet l'État met pour pouvoir réfectionner une maison, un bâtiment comme ça. Je ne connais pas comment il faut réfectionner, mais je me dis quand même, on ne peut pas réfectionner. On doit être à mesure de réfectionner un bâtiment qui sert de travail en plein temps. Avoir un minimum de confort pour exécuter le travail administratif de la SEB de Kongoussi 2, qui couvre 26 écoles de la province du BAM et plus de 200 acteurs, c'est la énième interpellation des agents aux autorités en charge de l'éducation nationale. Nous voulons vraiment travailler, en tout cas dans de bonnes conditions. S'ils peuvent vraiment nous venir en aide, je ne sais pas à qui maintenant on va s'adresser. L'autorité, toujours que nous demandons à ce que l'autorité vienne quand même s'ils ne peuvent pas construire un bâtiment pour nous, qu'ils viennent mettre un toit, même s'il n'y a pas le confort, même s'ils ne mettent pas le plafond, qu'ils viennent mettre la tôle pour qu'on nage pas dans l'eau comme ça. Construit seulement en 2006, l'état de dégradation du bâtiment pose une fois de plus la question de la qualité des travaux de construction des infrastructures publiques. Rien qu'à observer la toiture du bâtiment, toutes les défaillances s'y lisent. Dans la région de l'Est, Children Believe mène des actions pour favoriser l'accès des enfants à l'éducation. Dans un contexte d'insécurité, il est question pour l'ONG d'ajuster ses interventions. Une étude a été menée dans ce sens. Abdou Aziz Sarri. L'éducation a toujours été au cœur de ses actions. L'ONG Children Believe reste convaincue qu'elle est l'outil le plus puissant pour changer le monde. Mais face à l'insécurité qui a occasionné la fermeture de nombreuses écoles, l'ONG n'a pas pu accomplir efficacement sa mission principale, qui est de soutenir au plan scolaire et sanitaire les enfants défavorisés en général, et particulièrement ceux de l'Est. Et dans la région de l'Est, il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées, ou beaucoup d'écoles où la scolarité ne peut plus se poursuivre correctement parce que voilà, il suffit des situations pour interrompre donc le déroulement des cours et les enfants particulièrement se retrouvent dans une forte situation de détresse psychologique également. Il y a également qu'il y a eu beaucoup de mouvements de population vers Fada et donc il y a une grande pression en termes d'infrastructures éducatives pour accueillir les enfants. Afin d'ajuster ses interventions dans cette région, Children Believe a initié une étude d'analyse situationnelle de l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des enfants vulnérables, y compris ceux en situation de rue. Il est question au cours de cette rencontre d'adopter ce rapport. Les statistiques fournissent plus de 20 millions d'habitants avec 60% d'enfants. Ce qui veut dire que c'est 60% de bouches à nourrir, 60% de personnes qui sont inactives et c'est 60% surtout de personnes qu'il faut éduquer, former pour que ça puisse être de l'avenir de notre pays. Et ce rapport vient à point nommé parce que les recommandations qui ont été formulées vont nous permettre effectivement de prendre en compte un certain nombre d'éléments pour améliorer nos interventions donc, dans la zone de l'Est. Et nous travaillons également à accompagner les enfants à avoir une formation au métier, une formation professionnelle, parce que nous savons que si les enfants restent oisifs, ça c'est un grand danger. S'ils n'apprennent pas à faire quelque chose, quand ils seront adultes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ça va devenir un grand problème pour notre pays. En 32 ans d'existence au Burkina Faso, ce sont plus de 20 000 enfants défavorisés que l'ONG Children Believe a déjà accompagnés et parrainés. Cette année encore, plus de 8 000 seront accompagnés pour la scolarité, la nutrition et la santé. L'ONG Children Believe, représentée sur ce plateau par son chargé de programme Thierry Zongo. Bonsoir, monsieur Zongo. Bonsoir, madame Bienvenue. Yoda. Je m'en voudrais de ne pas prendre vos sentiments par rapport à l'état de déliquescence dans lequel se trouve la SEB de Kongoussi 2. Vous avez suivi l'élément avec moi et je vous ai vu un peu sursauter.
Oui, parce que je ne m'imaginais pas ce genre de situation, surtout pour une SEB. Ça veut dire que si une SEB peut présenter ce genre de situation, qu'est-ce que les écoles vont... Qu'est-ce qu'il en est des écoles? Mais avant tout, peut-être c'est de faire un plaidoyer auprès des structures gouvernementales pour qu'elles regardent vraiment le cas de cette SEB-là, et également inviter les membres de la communauté à s'investir et à faire quelque chose, et à ne pas attendre tout de l'État. Je pense que si les membres de la communauté commencent quelque chose, l'État peut venir en appui. C'est ce que je peux dire. D'accord. On va parler à présent de votre ONG, Children Believe, et de cette journée qui sera célébrée demain, 24 janvier, la Journée internationale de l'éducation. Oui, en fait, on a fait une semaine, et demain, c'est la clôture, voilà, l'apothéose. Et le jeudi, nous avons renforcé les capacités d'un certain nombre de vos confrères, des journalistes, sur les droits et la participation des enfants. Et parce que les médias constituent un canal très, très important pour le plaidoyer et la sensibilisation par rapport aux droits et à la participation des enfants. Et ensuite, comme l'élément vient de le montrer dans le reportage, nous avons validé une étude que nous avons eu à faire dans la région de l'Est. Et il y a eu des recommandations que nous allons peut-être mettre en œuvre en concertation avec l'État. Et ce matin également, nous avons eu un forum des enfants qui vont faire des propositions demain aux autorités qui seront présentes à la cérémonie de clôture. Voilà. Alors, le droit à l'éducation en situation d'urgence, c'est sous ce thème que vous avez décidé de célébrer cette journée. Oui. Pourquoi? Parce que, vous voyez, depuis 2015, nous vivons une situation très, très délicate. Et les statistiques, par exemple, quand je prends les statistiques de l'UNICEF, que l'UNICEF a données, nous avons plus de 2500 écoles qui ont été fermées, plus de 300 000 élèves qui sont affectés, et plus de 11 000 enseignants également qui sont plus ou moins affectés par cette situation. Et comme on l'a dit dans votre reportage, l'éducation constitue vraiment la base du développement. Donc il s'agit pour nous de faire un plaidoyer et de réfléchir avec nos partenaires, que ce soit l'État, les autres ONG, les membres de la communauté, pour voir comment, ensemble, nous allons relever ce défi-là, pour que les enfants ne restent pas oisifs. Parce que ces enfants sont souvent la proie, quand ils restent oisifs, ils sont souvent la proie facile pour toutes sortes de, comment dirais-je, je ne sais pas comment j'ai dit, pour toutes sortes de mauvaises choses. Voilà. La situation humanitaire est préoccupante, la situation sécuritaire également. À cela s'ajoute la crise sanitaire liée à la Covid-19. L'éducation des enfants prend forcément un coup. Oui, ça prend un coup. Mais nous avons essayé de... D'abord, nous avons, juste avant la reprise des cours, nous avons essayé de doter un certain nombre d'écoles de lave-mains, de gel hydroalcoolique et de savon. Et en plus de cela, nos zones qui sont au niveau de l'Est et du centre, nous avons essayé d'utiliser la radio du ministère de l'Éducation pour permettre aux enfants qui ne sont plus à l'école de pouvoir suivre ces cours-là. Donc on leur a donné des radios qui sont à même de capter la chaîne du ministère de l'Éducation, ou des supports également sur clé USB ou bien sur, comment on appelle ça, des cartes mémoire. Donc ça permet aux enfants, c'est vrai que ça ne remplace pas l'éducation en présentiel, mais ça permet à l'enfant de rester en contact avec l'apprentissage. Tout à fait. Alors vous avez décidé de célébrer la Journée internationale de l'éducation 2021 de façon particulière. Oui. Et dites-nous, quelle est cette particularité? Comment l'événement va se dérouler? Et comme je l'ai dit, c'est toute une semaine.
On a fait la forme. Il y aura quoi de particulier demain? Demain, c'est le clou. Et voilà, demain, c'est le clou de la célébration. Nous allons avoir les enfants qui ont fait un diagnostic de la situation de l'éducation, qui vont faire des propositions et qui vont interpeller les autorités qui seront là. D'accord. Voilà. Ok, c'est ça la particularité de l'événement. C'est ça la particularité de l'événement. Dernière question, M. Zongo. Oui. Qui sont les partenaires qui vous accompagnent dans cette célébration et quelle sera la suite à donner à tout ça? Ok, les partenaires qui nous accompagnent, et je vais profiter de votre plateau pour leur dire merci. Nous avons l'ambassade du Canada. Nous avons également l'UNICEF, qui est un de nos partenaires stratégiques. Et nous avons nos partenaires terrain avec lesquels nous travaillons. D'habitude, nous avons Res Publica. Et voici à peu près les partenaires qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre. Et bien sûr, l'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale. Ouais. D'accord. Merci, M. Zongo. Je rappelle que vous êtes le chargé de programme de l'ONG Children Believe et que vous étiez là pour nous parler de la célébration demain, 24 janvier, de la Journée internationale de l'éducation. Oui. Merci et madame. Bonne célébration à vous. Merci, madame. Et on s'arrête ici pour ce soir et pour cette semaine. Merci à vous tous de votre fidélité. Merci aux équipes de rédaction, de réalisation et de diffusion. Demain, vous serez en compagnie d'Aubin Guébré pour le 7 Info. La semaine prochaine, le 19h30 sera l'affaire de Kwame Hervé Dapa. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, il y a toujours un moment de joie dans une journée. Essayez de le faire durer. Encore merci et à bientôt.